qui mieux qu'elle, sa modestie dut-elle en souffrir, pouvait conclure cette journée, puisque professeur de droit public, détaché dans un tribunal administratif et auteur notamment d'un remarquable article à la RFDA sur les rapprochements entre droit du travail et droit de la fonction publique, avec un conseiller d'État en détachement à la Cour de cassation. Donc là, je crois qu'on a bien balayé tout le périmètre, donc vous incarnez bien, chers collègues, justement, à vous-même, par votre personnalité et vos travaux, le colloque d'aujourd'hui. Donc je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, même s'il est fort délicat de conclure cette journée. Alors effectivement, il nous est donné de la conclure et cette journée, me semble-t-il, fait écho à ces propos de Bergson dans Les deux sources de la morale et de la religion, lorsqu'il écrivait, je cite, « En temps ordinaire, nous nous conformons à nos obligations plutôt que nous ne pensons à elles. Et en cette journée extraordinaire, le temps a été pris de penser aux obligations des agents publics et des salariés sous un prisme, celui de la comparaison, qui, on l'a vu, se heurte à de nombreuses apories, qui spontanément me donnait envie de fuir pour des raisons de grève à la SNCF, mais c'était sans compter sur la perspicacité d'Alexis Arca. Et donc me voici à cette table. Alors pourtant, c'est vrai que la démarche qui consiste à mettre en vis-à-vis les droits de la fonction publique et du travail paraissait s'imposer assez spontanément, parce que les facteurs de convergence entre les deux sphères professionnelles soulèvent des interrogations que l'on sait communes, et on s'en est bien rendu compte. Tant dans les croisements des activités et des hommes, entre les administrations et les entreprises, on l'a évoqué, la thématique de l'extension des droits fondamentaux de la personne qui saisissent le travailleur, qu'il soit public ou privé en situation professionnelle, et que l'on retrouve dans la question des discriminations, dans celle du harcèlement, dans celle de la protection de la santé, mais aussi comparaison qui est aujourd'hui nourrie par les contours mouvants de la notion d'intérêt général ou encore la plasticité de la notion de service public. Et puis, comme l'a exposé Alexis Arca ce matin, nous traversons effectivement un contexte déontologique qui est propice, qui est favorisé tant par des questions nouvelles, notamment technologiques, et on le voit par exemple dans la juridiction administrative avec les interrogations récentes sur l'utilisation par les magistrats des réseaux sociaux, mais aussi des faits sociaux qui plus généralement aiguillonnent la question de l'antéontologie. Je pense évidemment à la question religieuse, aussi à la question de la pauvreté que vous avez évoquée, Monsieur Porta, tout à l'heure, s'agissant de l'abaissement de la sévérité de certaines sanctions, ou encore la question des affaires qui, elles aussi, bien évidemment, ont conduit à s'interroger sur le périmètre des obligations des agents publics comme des salariés. Alors évidemment, de cette comparaison, j'ai plutôt beaucoup de questions et très peu de réponses à tout ce qui a été évoqué aujourd'hui, mais il me semble que cette journée a montré qu'il y a un phénomène commun qui nous intéresse tous, chacun dans nos sphères respectives de travail, c'est la manière dont les lignes sont en train de bouger entre ce qui relève de l'individuel et ce qui relève du collectif. Et c'est le premier point. Ce matin, le professeur Caillos a immédiatement planté le décor en nous montrant combien nous étions en train de changer de paradigme et combien nous étions en face de cet état de recomposition idéologique du modèle. Et finalement, les zones grises que nous avons rencontrées tout au long de la journée, elles répondent à cette écriture progressive d'un nouveau modèle. Et c'est pour ça aussi que nous avons autant de mal à les systématiser, parce que tout simplement, on est en train de vivre quelque chose. Alors, en droit de la fonction publique, c'est vrai que nous sommes nous sommes naturellement habitués à penser collectif et, si j'ose dire, objectif, puisque, on le sait, le curseur dans la détermination des obligations est évidemment l'intérêt du service, mais aussi l'intérêt du service public. Et puis, la fonction publique pose une question qui lui est propre, qu'on a très peu évoquée, mais qui est celle de la compétence, par laquelle on retrouve une interaction permanente entre autorité et obligation. On le sait, le chef de service peut tout faire dès lors qu'il ne touche pas à ce qui relève du statutaire. Et évidemment, dans la détermination des obligations, c'est déterminant. Mais je suis frappée, je vais parler sous votre contrôle, de voir en tant que publiciste combien fait progressivement écho à cette notion d'intérêt du service, celle des nécessités du fonctionnement de l'entreprise, qui initialement, je crois, était cantonnée à la Convention 158 de l'OIT, et puis qui progressivement pénètre dans le Code du travail, et qui s'est encore récemment développée sous l'effet de l'une des ordonnances du 22 septembre 2017, s'agissant de ce que peut prévoir l'accord d'entreprise. Et donc, c'est très intéressant de voir, en fait, comment cette notion répond à cette notion publiciste d'intérêt du service que nous manions depuis très longtemps. Et donc,
J'ai été frappée aussi, en vous écoutant sur l'obligation de neutralité dans l'entreprise, combien elle me semblait répondre, alors je sais que le débat est dépassé, vous l'avez dit, mais à une vision très institutionnelle de l'entreprise aujourd'hui. Et ça aussi, ça fait écho à la manière dont nous raisonnons en droit de la fonction publique. Et donc j'ai l'impression, lorsqu'on compare nos perspectives, c'est qu'on fonctionne complètement à front renversé. C'est-à-dire qu'on a de l'objectif, si je puis dire, qui pénètre de plus en plus le monde de l'entreprise et réciproquement de la subjectivité. Et Charles Fortier l'a très bien montré s'agissant des conflits d'intérêts, cette question de la subjectivité se développe très fortement en droit de la fonction publique. Donc évolution plutôt à front renversé lorsqu'on s'interroge sur la manière dont nos lignes respectivement bougent. Et puis, il me semble qu'il y a un second point de discussion qui a animé cette journée, c'est la question de l'identification de la portée des fondements des obligations. Parce qu'il me semble qu'on a pu constater que les deux sphères juridiques peuvent comporter des règles qui sont extrêmement proches, mais dont le substrat est différent, précisément parce que les fondements sont différents. Et c'est le cas topique de l'obligation de neutralité, fondée dans un cas sur la liberté d'entreprendre, dans l'autre, dans son volet religieux, sur la laïcité de l'État. Et ce n'est pas étonnant, avec des fondements différents, que leur portée ne soit pas du tout identique. C'est pareil pour la probité. La probité en droit public, elle répond essentiellement à la protection des deniers publics. Et c'est donc forcément la raison pour laquelle on ne le retrouve pas avec la même acuité dans le droit du travail. Donc, il me semble que ces fondements sont déterminants et eux aussi sont amenés à bouger et à nous interroger évidemment sur le périmètre des obligations. Plus généralement, la question a été posée de la portée justificative ou justificatrice de la notion de service public et j'ai été très intéressée par ce qu'a développé le professeur Nickège qui nous a montré que finalement, contrairement à ce qu'on pouvait penser spontanément, ce n'est pas un fondement aussi solide que ce que l'on croit, mais parce qu'il est plutôt utilisé comme outil juridique et moins comme principe fondamental. Et c'est également ce qu'a montré, me semble-t-il, Olivia Buixuan lorsqu'elle nous a expliqué que la probité, contrairement à ce qu'on peut penser aussi, répond comme une sorte de vernis pour tenter de moraliser l'administration, alors que là aussi, on pourrait penser que l'objectif des obligations, c'est avant tout de légitimer l'action administrative. Donc là aussi, de la fragilité. Or, vous savez, comme l'écrivait Jean Rivero, j'aime beaucoup cette phrase qui nous montre la fragilité de nos entrailles, finalement. Le publiciste et le privatiste se disputent sur ce mur qui les sépare, nous dit-il, dans leur camp, et qui prodige se met à bouger. Mais en mesurant l'ampleur de son mouvement, en recensant les lézardes, il n'oublie pas qu'en général, lorsque les murs bougent, c'est que dans ses profondeurs, la terre tremble. Donc finalement, quels enseignements tirer de ces deux aspects ? Eh bien, il me semble d'abord que nous avons des zones d'étanchéité assez fortes. Des zones d'étanchéité assez fortes entre monde de l'entreprise et puis monde de la fonction publique. On l'a constaté sur la probité, on l'a constaté sur la réserve, on l'a constaté sur la discrétion, sur les conflits d'intérêts, sur la loyauté qui revêtent des substrats qui sont assez différents, ou encore sur l'obligation de sécurité, même si évidemment des ponts sont en train de se dessiner. Donc zone d'étanchéité qui demeure assez forte, il me semble qu'on en est là aujourd'hui, et puis effectivement des zones de rencontre, mais qui se heurtent toujours à une question de périmètre. Une question de périmètre, c'est-à-dire, d'une part, jusqu'où la personne est saisie dans son activité professionnelle et ou personnelle, et deuxièmement, pour quel type d'activité et quel type de comportement. Or, il me semble que quand on continue comme ça à avoir une différence de degré, c'est qu'on a encore une différence de nature. Et donc, en dépit de ces zones de rencontre, là aussi, il me semble que les deux sphères professionnelles conservent des identités différentes. Et donc, il me semble que c'est en rentrant dans ce détail-là, et c'est le temps qu'on a pris dans toute cette journée, dans le détail de chacune de ces obligations, que l'on s'est rendu compte que finalement, les mythes fondateurs que l'on croyait dès ce matin largement ébranlés ont peut-être encore beaucoup d'avenir devant eux. Mais n'est-ce pas tout simplement parce qu'on est dans cette phase de mutation, comme le disait Jünger, pendant la mue, le serpent est aveugle, et donc on ne sait pas où l'on va. Il me reste donc à vous remercier chacune et chacun pour le travail que vous avez pris le temps de nous offrir, travail au sens où Michel Foucault l'écrit dans ses 10 écrits et à qui je laisserai les derniers mots. Travail, ce qui est susceptible d'introduire une différence significative dans le champ du savoir, au prix d'une certaine peine pour l'auteur et le lecteur, et avec l'éventuelle récompense d'un certain plaisir, c'est-à-dire d'un accès à une autre figure de la vérité. Et donc un immense merci pour cette récompense non éventuelle.